Bernard Saugier, c'est lui qui va donc présenter Michel Rocard, parce qu'il est spécialiste de l'écologie, et il va également s'occuper du dialogue avec la salle au moment des questions. Donc, M. Bernard Saugier est un ancien professeur de l'Université Paris-Sud, un professeur d'écologie. Et donc, il est tout à fait apte à diriger cette soirée. Bon, je vous remercie. C'est pour moi un honneur et un privilège. Mais je ne sais pas si Michel Rocard a besoin d'être présenté. Je vais juste dire quelques petits mots sur ce que j'ai retenu de sa biographie. Vous avez passé un bac scientifique à 16 ans, mais apparemment sans enthousiasme pour les sciences. Non. Vous vous êtes tourné vers les sciences politiques avec Sciences Po, l'ENA, tout ça. J'ai noté avec intérêt que vous aviez participé au financement de vos études en travaillant comme tourneur-fraiseur dans le laboratoire de votre père à l'école normale. Et parallèlement, vous étiez fortement investi dans le scoutisme comme éclaireur unioniste, avec, paraît-il, le totem de hamster érudit. Hamster, sans doute parce qu'ils sont sans cesse en activité, et érudit, bon, on peut le comprendre en regardant votre carrière, voilà. Il paraît que votre engagement politique date déjà de cette époque. C'est ce que j'ai lu quelque part, quand en 1945, en tant que éclaireur unioniste, vous avez eu l'occasion, avec votre troupe, d'accueillir des déportés. Que des hommes aient pu infliger pareil traitement à d'autres hommes a suscité votre indignation et un coup l'engagement. À 19 ans, vous avez milité parmi les étudiants socialistes au sein de la SFIO, puis ensuite vous êtes séparé de Guy Mollet, dont vous ne partagez pas la position pendant la guerre d'Algérie avec d'autres. Vous avez été secrétaire général, vous avez le Parti Socialiste Autonome, qui est devenu le PSU en 1960, avec l'Union de la Gauche Socialiste, vous étiez secrétaire général du PSU. Ensuite, vous avez soutenu François Mitterrand en 1974, rejoint le PS, et vous êtes un partisan de la décentralisation. J'ai vu ça honnêtement. Vous avez été ministre de l'Agriculture, puis Premier ministre en 1988, pendant 3 ans. On vous doit la création du RNI, les accords de Matignon, sur la Nouvelle-Calédonie, qui à l'époque ont permis d'apaiser un conflit qui était particulièrement violent, la CSG, et aussi un livre blanc sur les retraites dès 1991. Et récemment, donc, vous avez été nommé en 2009 par Nicolas Sarkozy, ambassadeur de France, chargé des négociations internationales relatives aux pôles arctiques et antarctiques. Et c'est dans ce cadre que nous vous accueillons ce soir. Et puis en 2012, vous avez aussi créé, avec d'autres, Stéphane Hessel, Edgar Morin, Pierre Larouturou, le collectif Roosevelt, partisan d'une réforme importante des banques et de l'économie, à l'image du New Deal de Roosevelt, suite à la crise de 1929. Et pour en revenir au pôle, donc ça pose un problème évident de gouvernance, surtout au nord d'ailleurs, hein, à cause du réchauffement qui libère progressivement la mer de la banquise en été, qui peut permettre le transport maritime et aussi une exploitation plus facile des ressources minières et pétrolifères. En même temps, ce sont des zones qui sont extrêmement fragiles et très très sensibles aux pollutions. Je me rappelle à l'époque où j'avais eu l'occasion de vous fréquenter, j'avais remarqué que vous étiez très sensible aux enjeux planétaires, des changements globaux, et vous aviez annoncé votre souhait d'arriver à une sorte de gouvernance mondiale sur l'environnement. Et c'est donc dans ce cadre que nous attendons un peu vos réflexions.
Voilà. Monsieur le président de la UMJC, monsieur le directeur de la UMJC, chers professeurs, mesdames, messieurs, bonsoir. Je peux témoigner que tout ce qui vient d'être dit est exact. Ce qui veut dire simplement un petit rappel que j'ai adhéré au socialisme démocratique. La gauche, mais pas le totalitarisme. En 1949, ça me fait donc 64 ans de parti. Le PSU n'est qu'une variation à propos de notre désaccord avec la guerre d'Algérie. Le rameau du socialisme démocratique en France, il est unique. Il a eu des bonnes heures, il en a des moins bonnes, il est parfois bien servi, il est un peu moins bien maintenant, mais enfin, c'est pas le sujet de la conversation de ce soir. Dommage d'ailleurs, j'aurais de quoi dire, mais il vaut mieux que je le taise, parce que je suis même capable d'être discipliné. 65 ans de boutique, on se calme, hein. Alors, le sujet choisi par mes invitants de ce soir, je ne sais pas si c'est une délibération démocratique de l'Assemblée du lycée ou la décision autocratique du directeur. En tout cas, vous l'avez lu sur les affiches, c'est la gouvernance mondiale et les pôles. Moi, j'avais complètement accepté ce sujet en première analyse, ça m'avait bien plu. Est-ce que vous entendez bien? Les micros marchent? Bon, ça va. Mais je me suis rendu compte, en y réfléchissant, en préparant un peu ce que j'allais vous dire, que j'ai fait une petite erreur. Parce qu'au fond, les pôles sont des situations tellement particulières qui ne relèvent pas beaucoup de la gouvernance mondiale. Et donc, je vais commencer tout de même par vous parler, j'espère 10 minutes, un quart d'heure, pas plus. Quand on improvise, le contrôle du temps est difficile. Alors vous êtes sous un risque. C'est un risque que Voltaire avait un jour reconnu en disant à une majesté royale qui l'écoutait: « Pardonnez-moi, majesté, je n'ai pas eu le temps d'être bref. » C'est une merveilleuse phrase, ça. Et elle veut dire que la brièveté suppose un énorme travail intellectuel pour concentrer sur l'essentiel, élaguer tout le marginal, etc. J'ai pas eu le temps, comme je le racontais au patron de la maison pendant qu'on cassait une petite côte avant de venir. Il fallait que je fasse mes forces avant de vous affronter. J'arrive de Chine. Et donc j'ai pas eu trop de temps. 5 jours passionnants, c'est un pays intimidant, fascinant, magnifique, puissant, qu'il faut connaître. Bref, j'ai pas eu le temps de travailler, quoi. Alors, je vais être assez simple. Commencer par quelques réflexions pour votre information sur la gouvernance mondiale, et puis 2 paragraphes distincts sur l'Antarctique pour commencer, vous comprendrez pourquoi, et l'Arctique pour finir. Gouvernance mondiale. La jonction de ces 2 mots est assez nouvelle, personne ne parlait de ça pendant des millénaires d'humanité, on ne s'est jamais posé le problème. Et les rapports entre les hommes et entre leurs nations étaient bien connus, on se faisait la guerre. Et la gouvernance mondiale, ça se limitait à essayer de faire de temps en temps la paix et essayer de la rendre durable. Quelques paix ont été bien faites et ont duré, d'autres moins. Et en tout cas, il y a une crispation autour du concept de nation. Dans la progression de la capacité des hommes à s'organiser pour vivre ensemble, du perfectionnement de leur organisation collective, et en même temps de leur vie collective, y compris littéraire, artistique et poétique, et pas seulement civique et politique. Il y a eu des quantités d'étapes. Et ce qui pose le problème, c'est le pouvoir. Regardons comment évoluer le pouvoir. Je n'ouvrirai pas ici un procès terrible. Je suis de ceux qui pensent que la nature humaine est méchante.
Il y a des gars ici ou là qui voulaient convier le camarade Dieu devant la Cour pénale internationale pour cause d'excès de méchanceté dans sa création. C'est un débat que je laisse à vos consciences, je n'y entrerai pas vraiment. Mais enfin, il faut faire avec. Et le fait de faire avec, le crime, le vol, la violence, le mensonge, la force, ça s'appelle la politique, ça s'appelle les institutions, les règles. Dès que des groupes d'hommes s'installent quelque part de manière sédentaire, leur premier besoin, le tout premier, ça commence comme ça, c'est la sécurité. Et au moment où une grosse famille, qui va être une tribu, s'installe, le problème est assez simple, c'est le plus fort qui fait régner l'ordre et casse la gueule à tous les contrevenants qui se sont portés tort les uns aux autres. Le chef est le plus fort et impose la loi. Mais assez vite, il y a trop de gens pour que le chef fasse ça tout seul. Donc il faut le faire avec des collègues, des copains, des collaborateurs. Et puis, assez vite, le nombre de gens devient trop grand pour que le choix du chef comme étant le plus fort soit simple et évident. Et par conséquent, vous avez des processus compliqués. L'histoire est limpide et là, peut partout pareil. La première tentation, ça a été celle des chefs en exercice de transmettre le pouvoir à leur fils. Seule personne en qui il peut avoir une vraie confiance, puisque la nature humaine étant perverse, je vous le rappellerai, personne n'a confiance en personne. Et c'est comme ça qu'on invente des pouvoirs dynastiques. Mais ça ne suffit pas à assurer le maintien de l'ordre. Et petit à petit, on s'aperçoit que le problème d'organiser la sécurité devient plus large. Il faut que le chef soit capable de remplir cette fonction. Et quand le problème de la sécurité devient plus large, le chef est obligé de créer une police et d'obtenir confiance sur ce point, d'être légitime à le faire. Donc il faut qu'il explique. Alors ce qui est curieux, c'est que malgré la diversité énorme de l'humanité actuellement, le discours initial est le même partout. Tous les chefs en quête de légitimité, qui s'appellent roi, empereur, prince ou président, le discours légitimateur de tous les chefs partout, c'est « notre peuple est bon, fraternel, on se connaît bien, on s'aime bien, on a confiance ». Il y a bien sûr quelques délinquants, une bonne police peut y suffire. Le vrai danger, la vraie violence, la vraie méchanceté vient de l'autre. Celui qui n'a pas la même couleur de peau, celui qui parle un langage différent, celui qui prie d'autres dieux, le plus grave peut-être. Et donc très vite, tous les systèmes de pouvoir, c'est une vérité mondiale. Ils se sont mis à repousser les frontières le plus loin possible. Et inventer pour se battre contre l'autre un autre outil que la police, beaucoup moins discret, beaucoup plus brutal, beaucoup plus violent, beaucoup plus formé pour ça, les armées. Et ainsi est née la logique qui veut que la fonction première des pouvoirs politiques a d'abord été presque exclusivement de s'occuper de sécurité, et notamment de la sécurité aux frontières, de la sécurité des armées, avec cette logique de repousser les frontières le plus loin possible. C'est ainsi que dans les premiers temps de l'histoire, les premiers millénaires, mais les 3 ou 4 premiers millénaires, sont nés de multiplicité d'empires, chacun occupant tout le monde explorable possible avec les techniques de voyage de l'époque. Le plus visible, c'est la Chine. Toute la plaine. Et on fait la Grande Muraille. La démonstration de ce que je vous raconte, c'est la Grande Muraille. Contre le désert, les inconnus, les nomades, des types encore plus bronzés qu'eux, enfin... Mais c'est pareil pour l'Inde. L'empire des Indes, il est séparé du reste de l'humanité par l'Himalaya au nord et par des chaînes de montagnes aussi, un peu moins fortes, mais tout de même chaînes de montagnes. À l'ouest, du côté de l'Azerbaïdjan et puis du foutoir du Grand Moyen-Orient, et à l'est, vers la Birmanie, chaîne de montagnes, isolée. C'est vrai aussi de l'empire Inca, pour ce qu'on en sait. Toute la moitié nord de l'Amérique latine... de l'Amérique du Sud, pardon. C'est vrai aussi de l'Empire aztèque, pour le sud de l'Amérique du Nord. C'est vrai aussi de la Haute-Égypte. Elle est née comme ça. Et elle contrôlait tout ce qu'elle pouvait jusqu'au désert, en s'étendant un peu du côté de la Palestine.
C'est vrai aussi d'un vaillant guerrier qui a vaincu les Égyptiens, qui s'appelle Cyrus de Perse, l'empereur Cyrus de Perse, qui a construit en peu de temps un espace absolument immense. Celui-là est le seul nom que je vous recommanderais de garder en mémoire, parce que c'est l'unique dans toute cette histoire qui donne un exemple fabuleux. On aurait besoin aujourd'hui. Chaque fois que ses armées, puisqu'il était un expert militaire, il savait reporter loin la bataille contre les sauvages, contre les primitifs, quoi, les barbares, comme disaient les Romains. Mais, pour bénéficier de sa paix, il fallait accepter sa domination. Et chaque fois qu'il conquérait un nouvel État, une nouvelle contrée ou une nouvelle population, il faisait localement construire des statues en l'honneur des dieux locaux. Vous vous rendez compte? Des statues en l'honneur des dieux locaux. Après, vous avez Alexandre de Macédoine, ça dure un peu moins longtemps, mais c'est de même nature. Vous comprenez ce que je veux dire? La logique du pouvoir s'est faite autour de la sécurité, et elle s'accommodait de ce que les territoires locaux soient gérés différemment et par des autorités locales. Du moment qu'elles acceptaient le commandement de sécurité de l'Empire central, tout allait bien. Et ça continue à être la règle du plus grand de tous ces empires, qui est l'Empire romain, bien entendu, successeur de tout ça, et conquérant et gestionnaire de tout le monde connu de l'époque, le monde connu de l'époque. Et puis, les barbares ont gagné, les barbares ils gagnent toujours d'ailleurs au long de l'histoire. C'est emmerdant pour faire des pronostics sur ce qui nous arrive en ce moment, mais enfin c'est vrai que les barbares sont les gagnants. Toujours est-il qu'après l'Empire romain, il y a une longue période de jungle. Il y a eu une tentative pour reconstituer l'Empire romain, Charlemagne. Malheureusement, son imbécile de fils s'est permis d'avoir 3 fils. Charlemagne a 3 petits-fils. C'était l'époque où les empires, c'était féodal, c'était propriété de famille, et ça se découpait en fonction du nombre de fils. Nous avons payé de 1200 ans de guerres variées, il doit y en avoir 60 ou 70, le règlement des problèmes de frontières et de cohabitation à la suite de l'Empire de Charlemagne. Et puis en Europe, par rapport à tout ce que je viens de raconter, il s'est passé quelque chose d'un tout petit peu différent, parce que c'est de là que vient la difficulté de la gouvernance mondiale. Le quelque chose d'un peu différent, c'est qu'en Europe, contrairement à la Chine, j'ai oublié de citer l'Afrique, mais le peu qu'on sait de l'Empire Zoulou, 5 siècles, puis avant la jungle, après la jungle, ce qu'on sait de l'Empire du Bénin, autrefois il y a très longtemps, de l'Empire du Ghana, un peu le même territoire, mais 5 siècles après. Ce qu'on en sait, c'est pareil. La conquête des zones fréquentables, un peu irriguées, un peu humides, jusqu'au désert, le monde gouvernable. Donc la loi colle, et ces empires maintenaient la paix civile en confiant le gouvernement des affaires locales, qui consistait essentiellement à répartir l'eau, à des autorités locales répondant à des défis, à des problèmes locaux dans leur nature locale, diversité acceptée. C'était pas le cas en Europe. Et l'Europe est devenue un tel désordre, notamment après Charlemagne, qui s'y est fait des expériences multiples. Et finalement, à cause de leur petite taille, les empires ils ont eu la vocation de s'étendre où la géographie le permettait, jusqu'aux montagnes infranchissables. En Europe, ça n'a pas existé. Ils se sont faits sur des communes plus petites, et là, ils ont trouvé plus commode de choisir la forme de gouvernement qui nous venait des tribus germaniques. On a abandonné l'idée de recalculer l'Empire romain, c'est-à-dire une grande confédération où la sécurité était ensemble, dans une très grande diversité linguistique, d'organisation sociale, même sur les lois matrimoniales, ou la famille, ou les héritages, tout ça était très différent, très local, très accepté. Des tribus germaniques qui venaient d'une autre conception plus brutale, celle du roi. Le roi est un chef de droit divin qui exigeait l'homogénéité absolue de son peuple, les mêmes lois, les mêmes coutumes, et qui avait droit de vie et de mort sur ces sujets. Et c'est le principe des rois qui s'est généralisé en Europe, à la suite des tribus germaniques, et comme suite à l'effondrement de feu l'Empire romain.
autrement plus juridique, plus civilisé, plus généreux, plus diversifié, plus harmonieux, mais l'histoire est loupée. Et puis, les choses ont changé, le développement est venu, les gens sont devenus alphabétisés, ils sont devenus critiques, et petit à petit, les rois ont été éjectés et remplacés par une adhésion populaire. On est passé des royautés absolues aux royautés constitutionnelles, petit à petit à des républiques. Et dans tous ces cas, le problème d'assurer la sécurité, la légitimité du commandant, du chef, quel qu'il soit, à assurer cette sécurité, se trouvait posé d'autant plus fort que le peuple parlait plus fort. Et c'est là qu'est née l'idée de nation. Le fief de l'ancien roi était devenu une nation. En France, ça a été un peu plus long qu'ailleurs parce que nous sommes les seuls à être multiculturels là-dedans. Les Bretons, les Occitans, les Corses, les Alsaciens, et même les Flamands. L'île était capitale des Flandres et a parlé hollandais pendant un millénaire. Vous vous souvenez de ça? La France est la seule en Europe qui soit une création militaire et non pas la traduction d'une communauté linguistique unique. Voilà comment est né le concept de nation. Fabriqué en Europe, parce qu'on était petit, et devant le refus d'un pouvoir supérieur plus général et plus diversifié. Ce concept de la nation, dans le droit, dans les règles qu'on a pour minimiser la casse, devient la règle d'organisation du monde avec ce qu'on appelle les traités de Westphalie. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça. C'est la fin de la guerre de 30 ans, ça se passe vers 1640, je reviens 1642, je ne suis pas historien. Bravo. Enfin bref, l'Europe a créé chez elle, puis a fait essaimer dans le monde entier, ce concept de nation, laquelle nation est beaucoup plus exigeante en homogénéité. Il y a même une demande de même croyance. Les guerres de religion en France, c'était l'extermination des hérétiques par les rois. Et la plupart de nos nations européennes sont unireligieuses. Et pour bon cas d'entre elles, c'est même le ciment de leur harmonie sociale. Tout ça crée un monde où la progression de l'organisation collective, la progression de la civilisation s'arrête au niveau de la nation. Au-delà, rien. Et c'est la nation qui définit sa finalité, sa source, sa raison d'être. Nous n'avons plus guère de royauté de droit divin. Partout, c'est le peuple qui est souverain, mais le peuple, avec sa langue, dans sa définition, et dans un pays comme l'Allemagne, c'est allé jusqu'à Hitler, souvenez-vous. Le sang du peuple était définissant de la nationalité, au point de rejeter tous les autres, au point de les tuer. Tous ces abus sont là. Tous ces dégâts que je cesse de raconter ici ont fait de l'Europe le continent le plus guerrier de tout le monde entier. Et pour un bon millénaire, c'est beaucoup, c'est coûteux. Mais nous avons été aussi le continent de l'invention technique. Et l'invention technique, appuyée sur une civilisation de haut niveau de pensée, a fait que l'Europe a dominé le monde, du XVe siècle à aujourd'hui, en gros. En y imposant ce concept de nation, en le transposant dans nos colonies, étrangères les unes aux autres, en guerre les unes avec les autres, au nom des nations colonisatrices. Et en tout cas, l'Europe a continué à faire des ravages. Mais quand les guerres intra-européennes sont devenues si violentes que via les colonies, en plus, elles ont intéressé le monde entier, on arrive au XXe siècle, qui bat le record absolu historique de la violence et de l'horreur dans l'histoire. Le XXIe siècle doit compter en tout un peu plus de 120 ou 130 millions de morts de guerre. Pas seulement ceux des deux grandes, il y en a des petites connexes, y compris des guerres coloniales. Et c'est bien ce qui pose le problème de la gouvernance mondiale. Donc le problème de la gouvernance mondiale, il nous est venu du fait de la guerre et de la difficulté de l'humanité de cohabiter. Mais, à partir de la moitié du XXe siècle, et naturellement le XXI tombe là-dedans, il y a d'autres raisons qui font apparaître les problèmes de gouvernance mondiale comme des urgences d'aujourd'hui.
Sur les 5 premiers, mais l'histoire, je dis les 5 premiers parce que l'histoire humaine, on la connaît, on l'explore à peu près, messieurs les historiens, je crois depuis 6000 ans en gros. Avant, on ne savait pas vraiment. Nous sommes à la fin de ces 6000 ans. Sur les 5500 premiers, les nations ne s'occupaient que d'elles-mêmes, la nature ne se fâchait pas, on ignorait qu'elle puisse se fâcher, on ne la connaissait pas, on pensait même que ses ressources étaient illimitées, il n'y avait pas de problème de ce côté-là. Et les nations s'organisaient entre elles, faible part des échanges internationaux dans le produit brut, faible influence des étrangers, fût-ce par leurs exportations ou leurs importations à l'intérieur de chaque nation, pas de problème, chacun chez soi, tranquille. Et puis, deuxième moitié du XXe siècle, première moitié début du XXIe, nous sommes dans un monde tellement différent pour plusieurs raisons. La première, c'est que le système économique est devenu unique. Il s'appelle le capitalisme. En fait, c'est l'économie de marché. C'est la Chine qui a inventé l'économie de marché, il doit y avoir 3500 à 4000 ans. C'est pas nouveau, le marché. L'Empire romain était en économie de marché. Mais pendant toute cette période d'économie de marché, c'était une économie de personnes. C'était des personnes physiques. Des artisans qui avaient fabriqué des produits, ou le commerçant qui avait acheté produit par produit, qui les vendait, et des clients, personnes physiques, hommes ou femmes, qui venaient acheter. Et tout a beaucoup changé quand la technique a provoqué le changement. Premier aspect, la machine à vapeur, ça ne dure pas très longtemps, mais c'est complètement décisif, c'est ça qui fait le changement. Qui permet enfin de faire travailler beaucoup d'hommes et de femmes ensemble sur une source d'énergie unique. Et pour produire des objets, on peut être 2500 ouvriers dans la même usine pour produire des objets analogues, ou à la suite, ça s'appelle la chaîne, en fait, peu importe. Premier regroupement. Et le marché, il faut qu'il avale des collectivités énormes. Et deuxième regroupement, la société anonyme, c'est-à-dire une technique juridique qui permet de rassembler autour d'un même projet économique une quantité énorme d'épargnants. Et c'est pour ça que le système s'appelle le capitalisme. Mais c'est toujours le marché, c'est comme ça qu'il est né. Mais en tout cas, si je vous fais cette histoire ultra brève, c'est pour dire que maintenant on est tous dans le même bain. Et que les ratés de l'organisation du système nous sont communs, le système est mondial. Alors, une petite remarque au passage, l'analphabétisme en France commence à croire que nous sommes seuls à subir une crise qui serait française. C'est pas vrai. La crise dans laquelle nous sommes, elle est d'abord mondiale, et pour la comprendre, il faudrait d'abord le dire et l'analyser mondialement. Il y a des sous-aspects locaux en France, bien entendu, loin d'être dominants et loin d'être les causes principales. Mais ça, on l'oublie, tellement la nation est forte, on ne connaît qu'elle. Premier aspect. Et puis deuxième aspect, on va le voir un peu à propos des pôles dans un instant, la nature se fâche. Premièrement, on est en train de crever d'empoisonnement physique et chimique par l'excès de nos rejets qui polluent les eaux, polluent le sol, ou même l'air de l'atmosphère. Deuxième aspect, les ressources sont loin d'être finies, et déjà pour le pétrole, on sait qu'on a passé l'année de la production maximum, on sait maintenant, ça s'est appelé le pic pétrolier, qu'on ne retrouvera plus jamais en pétrole liquide, c'est un peu moins vrai pour le gaz. On ne retrouvera plus jamais en pétrole liquide le volume de pétrole produit en 1905 ou 6 et mis à la disposition de l'humanité. Donc il va renchérir et il va bien falloir se débrouiller un peu autrement. Et puis, l'élément le plus inattendu, le plus terrible, le plus dangereux, le réchauffement climatique. Pour peu que nous continuions à ne rien faire, c'est dans 9 ou 10 générations que la planète sera invivable parce qu'elle sera donnée une poêle à frire. Alors d'accord, on a un peu le temps, mais ça vient vite, 9 ou 10 générations, vous savez. Et l'irresponsabilité se paye. Et ça pose un problème de gouvernance mondiale. Or, du peu que j'ai raconté tout à l'heure dans un résumé caricatural, un peu scandaleux, de violence de la caricature, mais quand même, de l'histoire mondiale, il reste que la souveraineté nationale est l'alpha et l'oméga
d'organisation collective des hommes, et la meilleure organisation civique de notre vie en commun passe par la nation. Et Marine Le Pen nous le répétera tous les jours, dans la haine qu'elle porte au monde extérieur tout entier. Je ne sais pas quelle humanité ça prépare, mais enfin elle se sert de ce que notre expérience à tous, la vôtre comme la mienne, c'est que notre nation nous a formés, nous a fait citoyens, nous a appris tout ce qu'on sait, nous a appris une langue. On ne partage guère avec tout le monde. Et le principe, c'est qu'on n'obéit pas aux autres. D'où le problème de gouvernance mondiale. Or, c'est difficile et ça ne marche pas. Alors, où est-ce qu'on en est? Qu'est-ce qu'on sait faire? D'abord, la violence des guerres a tout de même fait peur. Sur les 6000 ans d'histoire qu'on a un peu exploré, les historiens comptent environ 10 000 guerres, ce qui est pas mal. À coût en nombre de morts croissant. Pendant très longtemps, on s'en est accommodé. L'ancien régime français, sous nos 43, des guerriers comme pas possible, c'était connu, c'était triste, on n'aimait pas, mais ça faisait partie de la vie des gens. C'était dans le normal. Et les armées étaient toutes petites. Et d'ailleurs uniquement fabriquées en temps de guerre. En temps de paix, le roi dissolvait l'armée. Il restait parfois des grandes compagnies qui rançonnaient les citoyens pour survivre en devenant bandits. Mais enfin, en gros, les armées n'étaient pas permanentes. Maintenant, les armées sont permanentes, devenues beaucoup plus puissantes et beaucoup plus dangereuses. Et leur maintien fait partie, la capacité de faire la guerre aux autres fait partie des enjeux de défense de la souveraineté nationale. Si bien qu'on faisait la guerre dans la joie. À la déclaration de la guerre de 1870, des deux côtés on était contents d'y aller. Ce fut d'ailleurs relativement bref, on n'y a perdu qu'un empire, mais c'était pas trop coûteux. Mais après la grande boucherie, la guerre de 14-18, 3 à 4 millions de morts dans les deux pays les plus touchés, la France et l'Allemagne, et en tout près d'une trentaine, les civils plus les nations connexes. On s'est quand même dit que c'était pas très sérieux tout ça. Et l'humanité s'est mis d'accord sur la pression, sur la demande, la suggestion du président des États-Unis de l'époque, un nommé Wilson, pour créer une société des nations. C'est le premier acte. Alors vous voyez qu'il faut au moins une guerre mondiale, le coût de là était 30 millions de morts, on a vu pire depuis, pour créer une organisation nationale qu'on voudrait respecter. C'est cher. Mais cette société des nations a été affaiblie immédiatement parce que les États-Unis d'Amérique, au lendemain de la guerre, ont refusé de ratifier le traité. Donc ils ne sont pas allés. Cette attitude américaine qu'on retrouve maintenant est hyper dangereuse. En tout cas, elle a affaibli la société des nations, au point que quand Hitler, en Allemagne, et Mussolini en Italie ont pris le pouvoir, la société des nations n'a rien pu faire, elle s'est déconsidérée. Parmi le peu de choses qu'elle a faites, le tout premier des traités qu'elle a poussé à négocier concerne l'Arctique, je vous le présenterai dans un instant. Vous allez rigoler. Celui-là, on l'a bien oublié. C'est l'archipel du Spitzberg. Donc, mort de la société des nations, arrivée de la Deuxième Guerre mondiale. Le coût augmente, 50 000 morts. De la guerre, civils et militaires. Il y a en plus une cinquantaine de millions de morts du fait du goulag dans le traitement interne de l'Union soviétique. Je ne rajoute pas à la guerre. 50 millions de morts de la guerre suffisent déjà, c'est suffisamment terrifiant. Notez un détail. Dans les guerres les plus anciennes, il y avait des soldats tués. Chez les civils, des femmes étaient violées, des récoltes étaient brûlées, ces dégâts étaient déjà très graves, mais il y avait que ça. Et plus on va dans l'histoire, plus le pourcentage des militaires tués dans le total des victimes de chaque guerre diminue, et plus augmente le pourcentage des civils. Dans la guerre de 14-18, on considère que les militaires tués, c'est encore à peu près la moitié du total des victimes, les autres étant déjà civils. Dans la dernière, la Deuxième Guerre mondiale,
dont on évalue le coût à 50 millions de morts, on considère que les 3/4 de ces morts sont des civils. Ça devient très méchant. La non-gouvernance mondiale est donc une vraie catastrophe. Toujours est-il que l'horreur de la Deuxième Guerre mondiale a été telle qu'il y a eu une réaction unanime d'à peu près toutes les nations pour dire faut quand même s'y prendre autrement, il faut éviter ça, on va créer une meilleure organisation des Nations Unies, c'est même son nom. Et pour la première fois, elle est dotée d'une charte qui prévoit que les Nations Unies peuvent se mettre d'accord entre elles à l'occasion pour utiliser la force pour réduire une menace contre la paix. Ça c'est rarement, mais ça existe, c'est écrit. Il commence à y avoir une légitimité internationale, malheureusement. Les 5 plus gros des vainqueurs ont exigé de se précautionner contre les décisions éventuelles de plus petits qu'eux qui leur déplairaient. Ils ont exigé d'avoir un veto. Et le veto des 5 grandes nations, la France est de ces 5 grandes nations. Elle ne devait pas en être, on l'avait perdu, nous, la guerre, en fait. Mais on a été introduit par Churchill, qui, en ce qui concerne la défense des valeurs occidentales par rapport aux soviétiques, se trouvait un peu seul à côté des États-Unis. Parce que les États-Unis ont cette caractéristique d'être une grande démocratie, de nous avoir sauvés au moins 2 reprises dans l'histoire, sinon un peu davantage, mais d'être un peu encombrant. Et d'avoir un médiocre souci de plus petit qu'eux. C'est une traduction historique. C'est dans ce souci que Churchill a réintroduit la France là-dedans, dont les performances militaires de juin 40 ne l'avaient pas vraiment mérité. Vous serez peut-être d'accord avec moi. Nous avons sauvé l'honneur. Je croyais qu'on est rue du général Leclerc, là. On a sauvé l'honneur, on sait comment et pourquoi. On n'a pas sauvé le fait. Donc nous avons une organisation des Nations Unies qui a maintenant la capacité de punir des agresseurs, d'empêcher des agressions et d'édicter des mesures, par exemple l'interdiction de tel ou tel type d'armes. Il y a une convention des Nations Unies, elle est de 1972, qui interdit les armes biologiques. Et il y en a une autre, non, je viens de me tromper, 72, c'est les armes chimiques. Et il y en a une autre qui est de 1992 ou 13, qui interdit les armes biologiques. Et c'est pas complètement efficace. C'est comme le code de la route. Il y a des limites, mais tout le monde les viole. Enfin, plus ou moins. Mais une fois que la règle est là, et qu'il y a un peu de surveillance autour de la règle, on a des chances qu'elle soit à peu près respectée. Pas beaucoup. Ça a diminué les dangers. Et on le voit en Syrie, puisque vous avez vu que même Bachar el-Assad a fini par se trouver obligé, sous pression mondiale, à mettre sous contrôle et à détruire ces usines d'armement chimique. C'est ça aussi la gouvernance mondiale. Mais ce n'est pas assez efficace. Pour le moment, cette gouvernance mondiale n'arrive à prendre des décisions que sur les cas dangereux pour la sécurité physique des personnes. L'expression sécurité internationale revient 17 fois, je les ai comptés, 17 fois dans la Charte des Nations Unies, dont 12 fois pour décrire les missions spéciales du Conseil de sécurité des dites Nations Unies. Je plaide depuis longtemps, ça serait un autre sujet, mais je le développerai ce soir, c'est une incidente, pour faire classer la menace du changement climatique comme une menace contre la sécurité internationale. C'est pas fait, mais ça pourrait. L'outil est là. Simplement, pour le moment, l'égoïsme de nos nations les a poussées toutes, la France a sa culpabilité dans cette affaire, à empêcher les Nations Unies de se mêler de trop de choses et à préférer limiter la compétence des Nations Unies aux seules menaces avec armes à feu, c'est-à-dire de menaces qu'on peut appeler militaires. C'est un mot un peu rapide devant les terroristes, enfin. Et c'est tout. Or, et ça veut dire, pour conclure cette partie-là de mon propos, que nous n'avons pas d'outils pour les menaces gravissimes pour l'humanité quand elles ne sont pas avec armes à feu. Le changement climatique. Ou des excès de pollution. Il
faut se poser la question de savoir si une nation qui pollue ostensiblement tout son environnement et tout celui de ses voisins ne devrait pas être soumise à contrôle, sinon même à punition. Problème non réglé. Et puis le veto paralyse trop. On a besoin d'une réglementation, d'un accord entre toutes les nations, mais il faut que ceux qui ont le droit de veto acceptent de limiter son usage. Pour dire, ou bien pas plus de 2 fois l'an, ou bien seulement sur les sujets de sécurité militaire et pas sur les autres, ou bien, enfin, quelques formes de limitation. Il y a énormément de travaux, beaucoup de gens travaillent sur tout ça, il y a beaucoup d'écrits et de propositions. Ça doit même s'enseigner dans l'université voisine. Mais pour le moment, en consensus des nations sur un changement des règles, on n'est pas encore. C'est l'aspect principal de la gouvernance mondiale. Derrière, il y a un deuxième arme de gouvernance mondiale qui sont les traités. Des nations se mettent d'accord pour poursuivre un objectif et peuvent même définir au service de cet objectif un système de surveillance de la poursuite de l'objectif, voire même un système de punition des défaillants dans la poursuite de cet objectif. C'est le cas de certains traités de l'environnement. C'est le cas des accords sur la répression fiscale, un certain nombre de choses comme ça. Mais ce champ est encore trop petit ou trop court. Si bien que, il y en a un troisième qui monte, il faut bien que j'arrive au pôle quand même. Un troisième champ qui monte, mais qui est bien intéressant, c'est celui de la judiciarisation. L'opinion publique, notamment dans les pays pluralistes, dans les pays libres, dans les pays alphabétisés et développés, nous quoi. Mais pas seulement. Beaucoup de l'Afrique et une bonne partie de l'Asie. L'opinion publique s'est mobilisée contre les dictatures tortionnaires, contre les horreurs. Elle a finalement arraché à des gouvernements dont aucun ne le voulait au début. Ça n'est en rien une suggestion gouvernementale. La création d'une cour pénale internationale, premier organe de juridiction internationale, qui punit les crimes politiques. Tout le monde ne l'a pas ratifié. Les États-Unis ne l'ont pas ratifié pour que jamais, en aucun cas, un général américain puisse être convié dedans, quelle que soit la manière dont il conduit sa guerre. Mon avis, c'est que dans 30 ans, ce sera fait. La pression de l'opinion est trop forte. J'ai un deuxième exemple à votre service. Dans l'opinion publique aussi, s'est développé un grand scandale contre les mines terrestres. Quand on se fait la guerre, on place des mines pour empêcher l'ennemi de passer. Sauf que quand la guerre s'arrête, elle reste là. Et il y a encore souvent dans les Vosges, il y a eu longtemps, peut-être un peu moins maintenant, des enfants qui jouent dans les bois et qui sautent sur une mine oubliée de la guerre de 14. Je ne fais pas un dessin sur la terre du Vietnam, où les zones déminées, c'est à peine le tiers du territoire. Partout ailleurs, il faut faire attention où on met les pieds. Et tout le monde disait, on en a besoin, c'est une des formes de guerre. Bon. Les plus étonnants, c'était les Norvégiens. Pourquoi les Norvégiens? Peuple ultra pacifique, digne, jamais pris en flagrant de crime quelconque, très peu guerrier, pacifique comme il n'y en a pas beaucoup. Mais 800 ou 850 km de frontières communes avec la Russie. L'équilibre des forces devant l'armée soviétique, la Grande Armée Rouge et la Norvège. Le long de cette frontière. Je ne vous fais pas un dessin sur les films. L'équilibre des forces, vous avez tout compris. Et la Norvège dit, cette frontière-là, je n'ai que les mines pour la défendre. Vous m'empêchez d'avoir des mines, vous me livrez aux soviétiques, au fond. Alors maintenant, il n'y a plus de soviétiques, mais il reste des Russes. Et il reste une vieille mésentente et une vieille inimitié séculaire. Donc même la paisible Norvège hésitait. Eh bien, je suis en train de vous parler du deuxième traité que les nations, en commençant par celles où l'opinion publique a parlé plus fort que le gouvernement, contraignant les gouvernements à y aller, on a tout signé, il y a de ça 15 ans avec quelque chose, un traité international interdisant les mines terrestres. Au nom de quoi d'ailleurs, on est en état de juger quelques chefs d'État du Moyen-Orient maintenant. Et ce fut une aventure extraordinaire. Ça commence par des militants de base. Ça commence dans les MJC. Ça commence dans les ONG.
puis ça a mis le feu à la terre entière. Bien sûr, le jour où une jolie princesse d'Angleterre, qui s'appelait Diana, a rejoint la cause et l'a fait savoir, les médias ont donné différemment. L'accélérateur à la cause du combat contre les mythes terrestres a été grand. Mais après tout, que les princesses se basculent aussi du bon côté des causes, ça fait partie de l'histoire humaine. J'espère que vous êtes d'accord. En tout cas, la ligne des mobilisations collectives de l'opinion pour imposer le succès de telle ou telle nouvelle cause est une grande affaire. Et ce sera ma conclusion pour cette partie-là de mon propos. Voilà le peu qu'on puisse dire de la gouvernance mondiale. Et maintenant, parlons un peu des pôles. Qu'est-ce qu'ils viennent faire là et pourquoi? Le réchauffement climatique atteint les régions polaires beaucoup plus vite et beaucoup plus fortement que les régions tempérées comme les nôtres. Et donc les dégâts que provoque, enfin les changements que provoque le réchauffement climatique sont infiniment plus forts là, ce qui pose des problèmes majeurs. Donc appellerait à une gestion commune de ces affaires. Alors il ne se passe rien en Arctique. Et nous avons une espèce de crise de la régulation mondiale là où elle serait le plus demandée. Mais les choses vont basculer de manière un peu différente sur un autre. Alors je ne sais pas si, vu la dimension de la salle, vous voyez quelque chose ou vous voyez rien, si je vous montre ça. Vous voyez un peu quelque chose. Alors, quelle heure il fait d'abord? Il me reste un petit quart d'heure, bon, c'est pas beaucoup. Il y a donc deux pôles. N'en déplaise au Dalai Lama, qui pense qu'il y en a trois. Parce que pour tous les environnementalistes, il y avait un professeur d'écologie à l'instant, les pôles sont les régions qui servent de thermostat à la planète à cause de leur puissance glaciaire, de la force des glaciers. Or, il y a trois zones de grands glaciers, une grande glaciation. Le pôle Nord, le pôle Sud et le glacier de l'Himalaya. Le Dalai Lama voudrait être entendu comme le porte-parole du troisième pôle. C'est pas tout à fait une blague, la fonte des glaciers de l'Himalaya fait des catastrophes, mais enfin, c'est pas tout à fait mon sujet. De toute façon, il faudra que Pékin s'en occupe quand même. Bref, donc, il y a donc deux pôles, le Nord et le Sud. Sachez simplement déjà qu'ils n'ont rien en commun, sauf le froid. Mais en dehors du froid, ils n'ont rien à voir l'un avec l'autre. Mais en dehors du froid, ils n'ont rien à voir l'un avec l'autre. L'un, l'Antarctique. Un continent. On n'est pas tout à fait sûr que ce soit unique. Peut-être que c'est deux très grandes îles, on ne sait pas bien, on n'est pas allé voir dessus. 14 millions de kilomètres carrés, une fois et demie l'Europe. Isolé de tout. Du bout de la péninsule à la Terre de Feu au sud de l'Amérique latine, il y a 1000 kilomètres. De notre terre Télie à l'Australie, il y a 3500 kilomètres. De la terre de la Reine Maud, qui est norvégienne, à l'Afrique du Sud, il y a aussi 2500-3000 kilomètres. Et surtout pas un seul habitant. Ça veut dire pas un électeur. Pas de voie à aller chercher, pas de bataille électorale à organiser sur place. Ça facilite bien des problèmes, il faut bien se rendre compte. Mais ça posait un problème de type particulier. L'autre, si vous voyez à peu près quelque chose, cette carte-là est un peu sombre, mais enfin, non, elle n'est pas assez visible. Et voilà, ça c'est plus visible. L'autre, c'est l'Antarctique. C'est l'Arctique, pardon, excusez-moi. L'Arctique. C'est aussi 14 millions de kilomètres carrés, mais d'eau. C'est le 5e des grands océans de la planète. Le plus grand étant le Pacifique, le second l'Atlantique, le 3e l'océan Indien, le 4e l'océan Austral, autour de l'Antarctique, et le petit 5e étant l'océan glacial arctique, qui est semi-fermé, comme on dit.
puisque le détroit de Bering, que vous ne voyez pas là, puisque le détroit de Bering, il est juste là, mais j'aurai une autre carte, ne fait pas 100 km de large, et que dans la relation entre l'océan glacial arctique, tout ça c'est de la glace, et l'Atlantique, il y a un grand chenal, avec l'Islande à peu près au milieu, et en tout 900 km, pas plus. Donc semi-fermé quand même, pour ces 14 millions de kilomètres carrés. Ça n'a donc rien à voir. Et puis celui-là est resserré, et si en Antarctique il n'y a pas de voisins côtiers, dans l'Arctique, il y a 5 États côtiers, 5 seulement, et pas n'importe lesquels. États-Unis, car l'Alaska va encore plus près du nord que la plupart des grandes îles canadiennes. Le deuxième est le Canada, le troisième est la Norvège, le troisième est le Groenland, mais le Groenland est en train de cesser d'être une colonie danoise, donc le quatrième est danois, et puis le cinquième, c'est l'immense Russie, qui borde plus du tiers des côtes de cet océan. Et les problèmes s'y posent de manière très différente. Alors, dans l'Antarctique, qu'est-ce qui s'est passé? Inaccessible, froid horrible, un gros tiers des gens qui ont tenté de l'explorer, d'aller les découvrir sont morts sur place, en expédition, jusqu'à un nommé Shackleton, un nom que vous avez peut-être entendu, si vous suivez ces aventures. Et on a commencé en fait, tiens, il me manque une carte, c'est dommage. Oui, il y en a une que je n'ai pas ramenée, je ne sais pas pourquoi. Bref donc, la découverte de l'Antarctique se fait très progressivement. Je vous donne quelques dates. Ben non, je ne les ai pas là. Ah ah. C'est en gros XVIe siècle. Et il y a doute sur les premiers qui ont vraiment... C'est en gros XVIIe siècle. Et les premiers qui ont vraiment abordé, on ne sait pas... C'est les années 1840, 1841 et 1842, quel est le premier explorateur qui a mis les pieds sur la terre ferme de l'Antarctique lui-même et non pas sur une des îles des côtes. Le français Dumont d'Urville, le britannique Ross et l'américain Wilson, je crois bien. Mais peu importe, la découverte se fait à ce moment-là. Après la découverte, on n'y revient pas souvent. James Cook est le premier qui l'avait frôlé, un siècle avant, sans la découvrir vraiment. Et ensuite, les premiers à y être vraiment allés sont les baleiniers. Les baleiniers n'étaient pas toujours alphabétisés, en tout cas, c'est pas des mémorialistes. Ils écrivaient peu ce qu'ils faisaient. On n'a pas de mémoire, on a juste des traces. Il reste des cités baleinières, des masures, des charpentes mal foutues, des ruines de bateaux cassés, et puis les restes des chaudières dans lesquelles ils chauffaient l'huile de baleine, quelques petites choses comme ça, une existence ultra dure. La pêche à la baleine, elle est économiquement à peu près efficace de la fin du XVIIIe siècle jusqu'à 1950-60. Et pendant ce temps-là, on l'a massacré à tour de bras, bien entendu. Les baleiniers, n'emmenaient pas de drapeau et ne prétendant pas à la revendication territoriale sur le territoire national. Puis viennent après des scientifiques, mi-explorateurs, mi-scientifiques. Et ceux-là ont assez vite prétendu apporter le drapeau national et la revendication territoriale de leur pays à côté de leurs travaux. Et puis, très tôt, certains ont commencé par hiverner, vous avez tous entendu parler du commandant Charcot, et puis on s'est mis à faire en Antarctique des bases permanentes. Les premières remontent à 1870, 80, etc. D'abord pour les 6 mois d'été, et ensuite à longueur d'année, avec 5 mois de nuit sans voir le soleil. Recherche scientifique. Et tout ça a produit le fait qu'au début du XXe siècle, 7 nations se sont mis à revendiquer des portions du territoire antarctique. Il n'y avait pas de propriétaires, il n'était à personne, elles ont voulu revendiquer de l'Antarctique. Ces 7 nations, c'est d'abord les voisins. Argentine, Chili, Australie, Nouvelle-Zélande.
puis une puissance bizarre, petite, gentille, la Norvège dont j'ai déjà parlé, mais qui est tellement polaire que tous les pôles l'intéressent. C'est la nation la plus experte dans l'art de fabriquer des brise-glaces, dans l'art de naviguer dans les eaux à iceberg, etc., etc. Et puis enfin, dernier venu, mais un peu plus gros, la France et la Grande-Bretagne. Pourquoi pas nous? Nous avons des empires mondiaux, nous sommes des nations à prétention mondiale. Vous avez là ces revendications. Voilà l'australienne, gros appétit, vous voyez, 35% du continent. La France se coince dedans, discrètement. Il n'y a pas d'accord entre la France et l'Australie, et par conséquent, nous pourrions même nous faire la guerre à l'occasion. Enfin, l'accord n'est pas fait. Là, il y a la Norvège, et puis l'Argentine, le Chili et le Royaume-Uni se disputent 3 portions. Ce secteur-là, c'est-à-dire le secteur sud-ouest, n'est pas revendiqué. Les premières revendications sont déposées entre les deux guerres mondiales devant la Société des Nations, qui était le début d'un secrétariat du monde capable d'enregistrer ça, et capable d'authentifier et de publier une carte en disant voilà sur quoi on s'est mis d'accord et voilà le droit de l'appartenance nationale. Les deux dernières, je crois bien que la France en fait partie, ont été présentées juste après la Deuxième Guerre mondiale, à cette occasion. Et puis après la Deuxième Guerre mondiale, la place importante n'est pas à l'Antarctique, elle est à la montée de la guerre froide. Et très vite, l'administration américaine, le pays le plus puissant du monde, qui était, de fait, mais se prétendait, le gardien de la liberté du monde, se sent en charge de préserver le monde d'une conquête générale de l'Union soviétique. Et l'administration américaine dit c'est très dangereux, parce que ces 7 nations erratiques, incontrôlables, ces Français font toujours n'importe quoi. Les Anglais, c'est moins sûr, ils sont plus fidèles. Avec les Français, il faut toujours se méfier, c'est bien connu. L'administration américaine dit il faut mettre la paix là-dedans. Et 3 présidents des États-Unis de suite sont saisis de demandes de leurs généraux, de leurs amiraux, de leurs scientifiques et de leurs diplomates de faire pression pour mettre un terme, trouver un statut à ces revendications territoriales et imposer une dominance sous commandement américain devant la guerre froide. À ce moment-là, il change de président et arrive à la présidence Dwight Eisenhower, très grand président des États-Unis. Celui-là est un guerrier. C'est même un commandant en chef. C'est même et surtout un commandant en chef victorieux. Au nom de quoi, d'ailleurs, il est président des États-Unis. Mais la guerre, il n'aimait pas ça. C'est un militaire non violent. Et il dit, il y a beaucoup de militaires qui n'aiment pas tellement la guerre. Les poussent au crime en Palestine. C'est pas l'armée d'Israël. Il va obéir à d'autres ordres. J'ai pas de raison de le savoir. Même chose là. En tout cas, Eisenhower reçoit toutes ces demandes et il dit j'ai pas envie de faire comme ça, je voudrais tester la chance de faire une Antarctique ouverte. Colère, 2 ans de bagarre dans les services. Tous les généraux, tous les amiraux, tous les scientifiques. N'y pensez pas, c'est pas prudent. D'abord, il faut les surveiller, les soviétiques. Il faut mettre des radars, il faut qu'on en ait aussi. Il pourrait même plus que des radars, des bases de lancement de missiles. Eisenhower tranche, décide, donne ordre. Et une lettre part des États-Unis pour le Kremlin. Elle part pas du département d'État, c'est-à-dire du ministère des Affaires étrangères, elle part de la présidence. Et elle écrit au Kremlin, envoyez-nous une mission informelle pour bavarder un peu, sans formalité, sans formalisation, sans écrire tout de suite, pour voir, chercher des idées, si on pourrait trouver un commandement qui permettrait de garder l'Antarctique ouverte. Mes amis, vous avez déjà tout compris. La même bagarre recommence en Russie. Les généraux, les amiraux, les scientifiques, et oh là, c'est encore une manip du capitalisme pour nous sortir de là. Faites attention, méfiez-vous. Scandaleux. Mais là aussi, il y a un patron. Et il faut donc faire appel au patron. Ce patron-là s'appelle Khrouchtchev. Et curieusement, il n'avait été que commandant régional, mais il avait été ici guerrier, mêlé à la guerre, de trop près. Détester ça, peut-être encore plus que l'autre. Et la petite histoire, elle est apocryphe, elle est naturellement pas vraie. Mais si c'est pas vrai, c'est si bien trouvé, comme disent les Italiens,
je n'hésite pas à vous raconter. L'histoire, c'est que la fin de la bagarre entre militaristes et pacifiques en Russie se termine par un grand éclat de rire de Khrouchtchev quand il prend connaissance du dossier, et il éclate en disant, et en rigolant, chouette les gars, on va noyer la guerre froide dans les glaces de l'Antarctique. Ainsi, mes amis, sur le courage de deux individus en responsabilité politique, capables de vaincre leurs entourages, et probablement leurs opinions publiques. Il ne faut pas, dans ces affaires, prendre les politiques pour les seuls maléfiques, et les opinions publiques pour toujours bénignes. Elles sont nationalistes et méfiantes, plus encore. Attention. Toujours est-il qu'est né en 1959 le traité de l'Antarctique, qui est en pleine guerre froide. Alors, il y a deux périodes dans la guerre froide. Avant 62 et après 62. Jusqu'à 62, tout le monde est persuadé que ça finira en guerre chaude. Tout le monde ne pense qu'à ça. On s'organise, mettre des radars partout, mettre des bases de tir partout. 62, c'est l'époque de la crise des fusées de Cuba. C'est-à-dire le moment où on a échappé de si peu à la guerre chaude, mais qu'on a compris qu'on pouvait peut-être y échapper vraiment. C'est à partir de 62 que des cerveaux diplomatiques et militaires commencent à réfléchir à l'idée de finir sans guerre. Chaude. Mais jusqu'à 62, tout le monde y va. En 59, cette année a une autre caractéristique assez étonnante, c'est l'année même où les techniciens, c'est des gens dangereux, messieurs les universitaires d'ici présents, avaient mis au point des deux côtés, ça tombe la même année, des missiles capables de tirer à 5000 ou 6000 km. C'est en 1959 que séparément, chacun chez lui, les États-Unis et l'Union soviétique ont eu la certitude de pouvoir tirer sur l'autre depuis chez eux. Et dans cette belle année 59, il y a 350 ou 400 commandes de missiles à longue portée, pour quelques millions de dollars chacun, des deux côtés. C'est cette année-là où un court traité parle de l'Antarctique, enregistre ses revendications territoriales, les déclare valides, n'examine pas leur réalité, n'examine pas leurs contradictions, tranche rien, interdit la présentation de toute nouvelle revendication territoriale, même pour les Russes ou les Américains, pas de nouvelles. Interdit surtout de matérialiser les frontières que ça représente. Ça veut dire quoi? Pas de fil de fer barre au bébé, pas de guichet, pas de passeport. Il n'y a pas d'exigence de passeport en Antarctique. C'est formidable. Et la fin du traité, c'est la déclaration de l'Antarctique comme démilitarisée. Pour des raisons d'organisation des services et de salaire des hommes, très probablement, ça va être des militaires qui vont faire du travail en Antarctique, naturellement. S'ils viennent en Antarctique comme militaires, ce sera sans armes. Et tout ça est surveillé. Et ça continue. Ce traité de l'Antarctique, qui remonte à 1959, donc, c'est un miracle dans l'histoire humaine. Et il a eu des suites. Je passe 5 minutes sur ces suites avant de conclure sur l'Arctique. Tenez une autre carte. Celle-là, je l'ai vue, là voilà. Alors vous ne voulez pas grand-chose, vous êtes là. Enfin, vous voyez un tas de petits points partout. Tous ces petits points de deux couleurs, c'est donc il s'agit de bases saisonnières, uniquement pour l'été, le jour, ou de bases permanentes, même ouvertes pendant les 5 mois de la nuit polaire. Mais vous voyez ce qu'il y en a? Il y en a plus de 80 maintenant. Il y a 40 ou 45 nations qui ont des bases, dont 5 ou 6 en ont plusieurs. La France est dans 2, la Chine en a 4, la Russie 5 ou 6, les États-Unis 6 ou 7. Toutes ces bases étaient gérées par des scientifiques militaires, sous le contrôle des départements de la Défense. Et tout scientifique travaillant sur une base en Antarctique, discutant avec un collègue d'une nationalité étrangère, était suspect d'espionnage immédiatement. Alors d'accord, comme ils sont à 500 km l'une de l'autre, et qu'il n'y a pas de moyen de circulation, on n'y va pas. Reste qu'ils peuvent se retrouver dans les escales d'aéroport pour y aller, enfin, etc. Cette méfiance était terrible. Le traité, tel que je viens de vous le décrire, change le climat. Il n'y a plus de militarisation, il n'y a plus d'espions, il n'y a plus d'espionnage. Et on commence à se causer, on fait des visites de base en base. On se met même, au nom du traité d'ailleurs,
à organiser des visites collectives de base pour vérifier qu'elles sont bien désarmées. Il y a des contrôles collectifs. Le monde gère quelque chose. Et puis, les scientifiques disent, mais tout de même, on pourrait faire un peu plus que seulement la démilitarisation. D'abord, il faut protéger le continent. Alors, les diplomates, c'est autrement prudent que les politiques audacieux, comme Eisenhower et Khrouchtchev. Ils prennent du temps et de la précaution. Puis ils y vont à petits pas. Il faut 13 ans, de 59 à 72, pour que soit signé le premier des trois, car il y en aura trois en tout, le premier protocole d'application du traité de l'Antarctique. Et écoutez bien, rigolez-en, ça vaut la peine, il ne concerne que la protection des phoques. Il faut bien commencer par quelque chose, même si ce n'est pas encore très stratégique. Vous voyez bien que le sujet de la gouvernance mondiale est un sujet épineux. Enfin, c'est un début. Puis vient un deuxième protocole, 8 ans après, c'est-à-dire en 1980, qui ne concerne aussi que la mer et pas la terre. Et qui, pour la terre, dit protection générale de la faune et de la flore marine antarctique. C'est beaucoup plus gros, beaucoup plus important. Pour les phoques, on ne se rencontre pas, il n'y a pas vraie gestion. Les marines ont charge de surveiller, se surveillent un peu les unes les autres. Pour ce deuxième protocole, il y a une réunion d'une semaine tous les ans pour voir où on en est, dans la diversité biologique, dans l'inventaire des espèces menacées, volatiles ou natatoires, mammifères ou poissons, etc., etc. Et après ce protocole de 80, l'un des gouvernements voisins de l'Antarctique prend peur. Le gouvernement néo-zélandais est probablement un des seuls au monde où les ministres se fatiguent à lire les rapports des scientifiques. Je suis en train de jurer que ce n'est pas fréquent en France. Mais là, ils ont lu les rapports scientifiques. Ils ont fait une découverte terrible, c'est que l'Antarctique, c'est très fragile. J'ai pas eu le temps de vous dire tout ça, parce que je voudrais quand même arriver à l'Arctique. L'Antarctique, c'est, vous avez vu au fond l'affaire, c'est une immense patate avec une chaîne de montagnes qui la traverse au milieu. Et il n'y a pas de mystère, cette chaîne de montagnes, c'est la continuation de la cordillère des Andes. C'est le même relief. Elle fait tout le long de l'Amérique du Sud, disparaît sous l'eau pour un petit millier de kilomètres là, et elle apparaît. Elle coupe l'Antarctique en deux. C'est bien qu'il y a un plateau d'un côté, les 3/4 de la terre de l'Antarctique, et un plateau plus petit de l'autre côté. Mais la chaîne de montagne, elle fait près de 4000 mètres de haut. L'épaisseur de la glace est en moyenne à l'est de 3500 mètres de glace. Le pôle sud, qui est là, ici au milieu, il est installé sur 3600 mètres de glace. L'épaisseur moyenne de la glace du côté ouest est un petit peu plus faible, mais il y en a quand même pour plus de 2000 mètres. C'est complètement légal. Ça fait des milliers de milliards de tonnes de glace. Si tout ça fondait d'un coup, ça ferait augmenter le niveau de l'eau des océans de 60 mètres. Rassurez-vous, ça ne fond de son hors toute proportion. C'est une image pour avoir l'idée des tailles. Toujours est-il que ces deux gros morceaux, le petit est raccroché au gros et tient grâce au gros, parce que par-dessus la chaîne de montagne qui monte à 4000 mètres, la colle de glace, l'épaisseur qui les relie les l'une à l'autre, elle fait que 100 ou 150 mètres d'épaisseur. Si le réchauffement climatique est trop fort et que cette glace fond, ces deux blocs peuvent être séparés l'un de l'autre. Le gros, c'est qu'il ne bougera pas. Mais il y a quand même pas mal de milliers de milliards de mètres cubes de glace, rien qu'avec le petit. Il y a de quoi augmenter le niveau des océans d'une autre dizaine de mètres à lui tout seul. Ça vaut la calotte du Groenland. Hein. Et ça, c'est terrible. Et on se dit, attention, n'allons pas produire des calories en Antarctique, n'allons pas faire des activités capables de bouleverser la climatologie. C'est ça que les Néo-Zélandais ont dans la tête, c'est un gouvernement sérieux et très écologique de préoccupation. Ils ont, à coup de hurlement, arraché l'ouverture des négociations, qui se tient à Wellington, capitale de la Nouvelle-Zélande, qui va durer 8 ans, 80 à 88. Si bien qu'en juin 1988, alors cette négociation, c'est quoi? Si jamais on va en Antarctique mener des activités économiques, on a le droit, c'est permis.
on ne peut pas interdire. Il faut au moins s'assurer que les précautions soient au maximum possible. Il faut qu'il y ait un jury international pour sélectionner les matériels des gens qui vont travailler chez la forêt du pétrole, qu'on est les meilleurs du monde. Il faut surveiller les compagnies et les nations qui font des forages pour vérifier qu'ils prennent bien le maximum de précautions. Et naît ainsi une convention qui s'appelle la Convention de Wellington sur l'exploitation minérale de l'Antarctique, qui est un monument juridique de 90 pages qui décrit les conditions dans lesquelles une coopération internationale peut, et aurait l'obligation là, de s'assurer que tout ce qu'on fait est sous les plus fortes garanties techniquement possibles de sécurité que l'on peut mesurer et connaître à ce moment-là. 8 ans de négociations, la routine permet de signer un jour, on tombe d'accord, et c'est signé par des ambassadeurs, ceux qui ont dirigé les délégations et qui ont fait le travail. Les politiques jouent aux campagnes électorales pendant ce temps-là, collent des affiches et se baladent même en vallée Sauveuse pour faire campagne. Car le mois même de la signature de ce routinière, par les ambassadeurs, sur ordre des ministres bien sûr, de cette convention, 2 des pays signataires, il y a 50 signataires du traité de l'Antarctique. Ça se passe uniquement entre les signataires du traité, c'est pas interdit aux autres. Mais il n'y a que 50 nations qui ont signé le traité de l'Antarctique, je pense même qu'il en faudrait plus d'ailleurs. Et c'est parmi ces 50-là que s'organise la signature des protocoles. 2 là ont eu des élections en juin 88 et changé de Premier ministre. L'une, c'est l'Australie, qui confirme en fait, il ne change pas, mais il est renouvelé. Un Premier ministre travailliste qui s'appelle Robert Hawke. Et l'autre, c'est la France. Où le type, il sort Premier ministre après l'exercice électoral, c'est moi. Pour des raisons que je n'ai pas le temps de vous expliquer, parce que ça nous emmènerait vraiment ailleurs. Ce nommé Robert Hawke était un copain à moi. Notre amitié était née de toute autre chose, elle était née à propos de la Nouvelle-Calédonie. Nouvelle-Calédonie, une guerre civile, abominable. Petite, puisqu'il n'y a pas tellement de monde. Tueuse, quand même. À 22 000 km de France, tout le monde s'en foutait. Sauf les gendarmes qu'on a fait servir là-bas. Pour l'Australie, c'est les voisins. Dangereusissime. Puis ils étaient allés sur le terrain de refuge des éventuels terroristes calédoniens revenant. Les Australiens avaient trouvé très désagréable le colonialisme français. Ils avaient aidé financièrement la population kanak pour l'aider à s'alphabétiser et à mener une lutte pour avoir une démocratie en Nouvelle-Calédonie. Mais un jour, ils se sont aperçus que leur argent avait servi à donner 2 bourses à 2 jeunes kanaks pour faire un stage en Libye, où il semble fait davantage l'apprentissage des armes et des mines terroristes que celui de la démocratie. Colère australienne. Meilleure compréhension des difficultés ou des hésitations et du temps que mettait la France à régler le problème. Toujours est-il qu'ils le regardaient de si près avec une telle attention, qu'ils sont venus me voir souvent, enfin bref, que Robert Hawke et moi sommes devenus copains à propos de ce sujet. L'année d'après, en 89, il se trouve invité, ça a remonté à 84, en visite à Paris, le Premier ministre d'Australie. Et nous voilà en train de prendre le café tous les deux, un jour de juin, le 17 juin 1989, sur la pelouse du plus beau parc de Paris, qui est, comme vous le savez tous, le parc de l'Hôtel Matignon. À mon copain, je voulais demander conseil sur comment faire pour tirer la France à la signature du traité de non-prolifération nucléaire, que De Gaulle n'avait pas voulu qu'on signe, qu'on n'avait toujours pas signé, et dont notre chef engueuleur, chaque année, qui dénonçait la France pour non-signature du traité de non-prolifération nucléaire, était précisément l'Australie. Il me coupe et il me dit « Michel, il faut que je te parle de l'Antarctique ». Ma réponse est « Écoute Robert, une amitié est née entre nous, passer 40 ans c'est rare dans la vie des hommes, et on se voit 1 heure tous les 2 ans, tu viens m'emmerder avec les manchots, j'ai des choses plus sérieuses à proposer. Réponse, arrête et ne montre pas ton incompétence, c'est très grave, je te raconte. Et il me raconte ce que je viens de vous raconter, c'est-à-dire la négociation qui avait abouti à la signature de la Convention sur l'exploitation minéralogique de l'Antarctique. Et me dit, bien sûr, le travail juridique est admirable, cette convention nous garantira qu'on fera ce qu'il y a de mieux possible, sûrement. Est-ce qu'il ne faut pas y aller du tout? C'est de toute façon suffisamment dangereux, de toute façon. Et mon Parlement à moi, il a viré écolo.
L'Australie ne ratifiera pas ça. Et vous, les grands, les pays arrogants, qui prétendaient gouverner le monde, tu sais même pas, c'est pas au courant, qu'est-ce que vous allez foutre là-dedans? Deux types qui prennent un café. Pour qu'il y ait une décision politique, en général, il faut un cadre solennel, une convocation préalable, des quorums à réussir, des secrétaires qui prennent des notes, un juriste qui vérifie, enfin, il y a un cadre quand on décide. Deux types qui prennent un café, ça ne décide pas. Nous avons volé toutes les procédures connues. Nous avons pris ensemble et rendu public, après c'était cuit, la décision prise ensemble. France et Australie, il y a plein de cimetières militaires où nos morts sont côte à côte. Mais jamais nous n'avions rien fait ensemble. Jamais. Jamais dans l'histoire. Il n'y a pas d'acte, il n'y a pas de décision, il n'y a pas de conduite, il n'y a pas d'opération. Il n'y a rien de franco-australien, ça n'existe pas. C'est le premier. Et l'unique d'ailleurs jusqu'à présent. Nous annonçons ensemble au monde que nos deux gouvernements refusent d'envoyer au Parlement pour ratification la convention qui vient de se signer à Wellington. Ce qui la renvoie à la corbeille à papier. Le texte devient inutile. Et nous demandons la réouverture immédiate d'une nouvelle négociation beaucoup plus ambitieuse. Le deuxième miracle australien, c'est que cette négociation, elle a réussi. Chine et Russie se sont abstenus, c'est des affaires occidentaux, on est loin, l'Antarctique c'est quand même pas notre tasse de thé, et aux États-Unis, j'ai payé sur fonds secrets vos impôts une mission du commandant Cousteau aux États-Unis pour aller présenter 40 fois le film Le Monde du Silence et obtenir 30 ou 40 audiences de sénateurs américains jusqu'à les convaincre un par un. Ce qu'il a fait, mes amis. Nous avons fait changer l'opinion américaine. Ils ont changé tout début 91, et c'est à Madrid vite fait qu'a été signé le vrai troisième protocole. Ça devait être la Convention de Wellington, la Convention de Wellington est au panier. Le troisième protocole du système du traité de l'Antarctique déclare l'Antarctique terre de science et réserve naturelle et interdite à toute activité minéralogique. Le dit troisième protocole fait 150 pages et fait la police des activités permises du point de vue écologique. Touriste peut-être, vous ne laisserez même pas traîner un bégot. La police écologique des dégâts du tourisme est en Antarctique admirable. Je voulais vous parler de ce petit morceau des terres émergées. C'est le seul parti des terres émergées qui soit géré par le monde entier quand même. Gouvernance mondiale, c'est mon sujet. Et à peu près proprement. Et jusqu'à présent, sans trop de drame. Alors pour vous faire une très belle soirée, on aurait pu s'arrêter là. Tout c'est pas mal. L'Antarctique montre qu'il ne faut pas complètement désespérer. Mais il y a un petit pépin et un gros. Le petit pépin s'est produit il y a 1 an et demi, l'été, à Hobart, en Australie, lors d'une réunion pour le deuxième protocole, celui de la protection de la faune et de la flore marine. Cette commission, les représentants des 30 ou 40 signataires de ce protocole, travaillaient sur la création d'aires marines protégées. De quoi il s'agit? Vous savez que le poisson est en train de devenir une ressource rare. Vous savez peut-être qu'il est sérieusement question, si nous ne bougeons pas, que se réalise la prophétie du meilleur expert du monde marin, qui est un Canadien, dont l'avant-dernier livre était titré 2050, point d'interrogation, un monde sans poissons, point d'interrogation. Et pour cette raison-là, il faudrait tout savoir, en savoir beaucoup plus, donc recherche scientifique énorme, et puis protéger beaucoup certaines espèces, notamment dans leur lieu de reproduction, etc., et faire des expérimentations de repeuplement, enfin des quantités de choses. Les principes étaient acquis dans la CCAMLR, c'est-à-dire la commission qui gère ce deuxième protocole. Et quand, en 2012, à Hobart, viennent les 3 propositions concrètes, France et Australie, ensemble, proposent 7 grandes zones aires marines protégées, chacune grande comme 1,5 fois la France, hein, c'est pas petit. Côtier de la partie ouest de l'Antarctique, on est dans ces coins-là. Que les États-Unis proposent une grande zone
une aire marine protégée de ce côté-là, et la Nouvelle-Zélande de ce côté-là, 3 nations, la Russie, la Chine et l'Ukraine, disent on ne veut pas d'air marine protégée. Et pas seulement en Antarctique, on n'en veut plus nulle part. Personne n'a su, la presse ne s'intéresse pas à la négociation de fonctionnaires, il n'y a pas de ministre pour ces trucs-là, qui discutent dans le cadre de l'application d'un traité, le 3e protocole d'un traité. Qu'est-ce que c'est que ces trucs? Comment voulez-vous faire la une des journaux? L'assassinat de la veuve d'à côté était quand même plus passionnant pour faire la une des journaux. Bref, vous ne le savez pas. Vous aurez appris ce soir que seul Le Monde a donné en 4 lignes en initiale à la fin d'un article en page intérieure. Non commentaire. Depuis, on a tenté 2 réunions de rattrapage et la dernière a échoué la semaine dernière. Nous sommes donc depuis la semaine dernière dans la confirmation que maintenant, planète entière, et pas seulement les pôles, la Russie, la Chine et l'Ukraine ne veulent plus entendre parler de protéger le poisson. Enfin, de systèmes spéciaux de protection du poisson, etc. Je n'entre pas dans le détail, on n'est pas là pour le détail. Mais c'est tout de même un peu... Ça, c'est ce que j'appelais le petit pépin. Parce que le gros pépin, c'est la fin de mon sujet. Quelle heure suffit-il? Je suis en train de vous martyriser. C'est l'Arctique. Alors, l'Arctique. D'abord, je vous la remontre en vous commentant que ici, vous avez la glace flottante sur l'eau salée. C'est de la glace d'eau salée, la glace salée. Elle fait 2,50 m, 3 mètres d'épais au milieu. Elle a même réduit. Elle est passée en dessous de 2 mètres d'épaisseur en moyenne. Et puis ça flotte. Ça n'a rien à voir avec l'Antarctique. Puis ça, c'est le Groenland. Glace fixe, glace d'eau douce, posée sur de la terre. Celles-là font, ça ne change pas le niveau de l'eau des océans. Principe d'Archimède, elles font déjà, le niveau reste le même. Celles-là font, il y en a pour 7 mètres d'augmentation générale du niveau des océans. Le réchauffement climatique, qui est 2 fois plus rapide, on considère qu'il y a eu un réchauffement climatique de 3/10 de degré centigrade au cours du XXe siècle, en gros. C'est pas beaucoup, mais ça amorce quelque chose, et ce qu'on sait de la façon dont ça se produit ouvre les plus grandes craintes. Il est 2 fois plus rapide dans les régions polaires, nord et sud, qu'il ne l'est dans nos régions tempérées. Résultats multiples. Premier résultat, il n'y a pas que la glace qui fond, il y a aussi le sol, qui dégèle. Tout ce ciel-là, tout autour de l'Antarctique, dégèle. Quand il dégèle, si c'est de l'argile, or c'est de l'argile pour 90%, il devient pâteux, flexible. Toute maison en dur s'enfonce. Les habitats quiconque habite par là s'effondrent. Pas moyen de mettre des phares, des balises, des bouées, et moins encore les maisons. Il y a déjà des réfugiés climatiques, notamment dans les peuples premiers. Parce que qui habite là-dedans? L'Antarctique, je vous l'ai dit, une facilitation politique était qu'il n'y avait pas d'habitants. En Arctique, c'est pas pareil. Est-ce que je les ai, moi, les habitants de l'Arctique? Ben non, je ne les ai pas. Toujours est-il que dans la zone, au-delà du 60e parallèle de latitude nord, il y a en tout, de tous les côtés à la fois, 4 millions d'habitants à peu près. Sur ces 4 millions d'habitants, il y en a 450 à 500 000, pas plus, qui appartiennent aux peuples primitifs, qu'on appelle les peuples premiers. Et il y en a une quinzaine avec des langues différentes. Le plus grand est le peuple inuit, qu'on appelait autrefois esquimaux. Alors ne faites plus l'erreur, c'est nous qui les avions baptisés esquimaux, d'un mot qui dans leur langue veut dire mangeurs de viande crue. Et quand ils vont à l'école, quand ils deviennent civilisés, ils nous soupçonnent de rappeler par là qu'il est probable que leurs ancêtres ont été un peu anthropophages. Ils n'aiment pas qu'on les appelle comme ça. Et ils nous demandent l'amitié et le respect de les appeler hommes libres, ce qui se dit inuit. Et il y a donc un peuple inuit qui est tout le peuple groenlandais, 55 000, à peu près tous les peuples autochtones de l'Alaska,
et la moitié des peuples autochtones du Grand Nord Canada. Mais il y a plein la Sibérie, de peuples beaucoup moins nombreux, 10, 15, 20 000 habitants, ayant chacun leur langue, leurs coutumes, leur façon de s'accoutumer au grand froid, leur vie, mais qui vivent là et qu'il faut aider à y survivre, alors que leurs habitudes de vie et les conditions de leur survie sont fragilisées par le réchauffement climatique. Deuxième effet du réchauffement climatique, quand il réchauffe le sol dégage ce qui était contraint par la glaciation, et notamment des gaz à effet de serre, principalement le méthane. Du peu que vous savez des gaz à effet de serre, vous savez que le principal est le gaz carbonique. Mais dans la manière de bloquer les ondes de chaleur qui repartent de la Terre vers l'espace pour les y faire rester, le gaz carbonique est beaucoup moins énergique. Le plus énergique, c'est le méthane. Une vingtaine de fois plus. Simplement, il y a 40% de gaz carbonique dans l'atmosphère, et ça fait l'effet de serre, il y a 3% de méthane. Mais le dégagement de milliards de tonnes de méthane en plus aggrave à toute allure l'effet de serre. Et puis, le blanc, la glace, renvoie la chaleur du soleil, qui va être bloquée par l'effet de serre. Le foncé, la couleur de l'océan, capte la chaleur et la conserve. C'est aussi vrai de l'eau que de la forêt. Donc, le réchauffement climatique est auto-entretenu et auto-accélérateur. Et si on n'arrive pas à ralentir ça avant, on ne sait pas bien ce qui va se passer. En tout cas, on est sûr qu'on dépassera, sur le XXIe siècle maintenant, on dépassera 2 degrés centigrades de hausse moyenne de la température de la planète. Avec des problèmes de tolérance sur ce que ça veut dire. Et puis ça veut dire fertilisation de la Sibérie, du Nord-Canada et du Groenland. Bravo pour eux, merveilleux. Mais ça veut dire désertification de terres immenses. Désertification de l'essentiel du centre des États-Unis. Désertification de l'essentiel du centre de la Chine. Et surtout, car c'est pire, désertification probablement de tout ce qu'on appelle le Grand Moyen-Orient. De l'Iran à la Palestine, avec tout ce qu'il y a entre les deux. Et du Sahel. Pas très gai. Voilà l'ensemble de ces résultats. Et toujours dans les conséquences du réchauffement climatique, il faut ajouter qu'il rend possible tout ce qui n'était pas possible jusque-là. La recherche scientifique peut multiplier les installations, multiplier les établissements, être très fréquente et devenir permanente. La circulation navale était interdite tout du long. Et sur la circulation navale, voilà. Alors vous ne verrez pas grand-chose parce que vous êtes trop loin. Mais enfin, en gros, il faut savoir que la moitié du commerce mondial se fait entre l'Europe c'est tout ce bout-là, et le bloc Chine-Japon, qui sont là-dessous, et qui sont là-dessous, Chine, Japon, et côte ouest des États-Unis, par le Pacifique. Et l'essentiel, c'est la moitié du commerce mondial. L'essentiel de la totalité de tout ça aujourd'hui passe par le canal de Panama. Le canal de Panama qui se trouve là-dessous, là. Détour immense. Maintenant que pendant 5 mois d'été, on peut des deux côtés passer en bateau, le gain de temps est de 40% de la durée. Vous voyez ce que ça veut dire en gain d'argent, en appétit d'y aller? C'est évidemment formidable. Mais 7000 km sans un port. Et s'il n'y a plus de glace permanente fixe, il y a des icebergs dans tous les coins. Pas de phare, pas de balise, pas de port, pas de ravitaillement, pas de lieu où se réfugier, pas de flotte d'avions d'observation, pas d'hélicoptères de secours et de sauvetage, rien. Il va falloir 25 ou 30 ans avant d'y aller. Il y a des milliards de dollars d'infrastructures pour le faire. Et puis qui pourra y aller? Un bateau en difficulté, dans les eaux chaudes, Méditerranée ou les Antilles, il y a des calots de sauvetage. On met aujourd'hui une barque, et en moyenne, avant de voir passer un bateau, il faut 3 heures ou 4 heures. Et en moyenne, il fait beau. C'est pas terrible. Vous êtes en panne, au risque de naufrage du navire,
à 8 jours de mer de tout port. Il faut des canots de sauvetage avec des puissants moteurs, des réserves d'essence pour 8 jours de mer et des cabines couvertes. C'est plus la même chose. Et l'auto-sauvetage, c'est pour les équipages un autre entraînement, une autre discipline que le sauvetage par une intervention externe. Est-ce qu'on peut ne pas surveiller qui rentre dans l'Antarctique, dans l'océan glacial arctique, pardon. Aujourd'hui, le droit, c'est que n'importe qui fait ce qu'il veut. Est-ce que c'est possible? Parce que n'importe qui fait ce qu'il veut, mais il y a une obligation morale d'aller chercher les accidentés. Et l'indignation de l'opinion au cas de l'apprentissage d'un accident et de la décision de ne pas porter secours, parce que c'est trop cher. Je ne vous fais pas un dessin. Ça a de quoi faire valser du gouvernement devant une colère de l'opinion. Il faut être sérieux. Voilà un problème. Quel tonnage de bateaux, quel renforcement des navires. Et puis le pétrole. Ce qu'avait prévu notre convention de Wellington pour l'Antarctique, qui n'a pas été utile puisque le pétrole s'est interdit là-bas. Là, c'est permis. En Arctique, chacun fait ce qu'il veut. Il n'y a pas de loi commune. Et par conséquent, il serait prudent de chercher à se donner les meilleures garanties mutuelles possibles. Pas d'endroit où discuter. Il existe bien un conseil arctique. Ce conseil arctique répond à l'initiative d'encore un homme pacifique. Les grands hommes de paix, ça fait du bien le long de la route, celui-là s'appelle Gorbatchev. L'Arctique, tant que le réchauffement climatique n'avait pas changé la donne, était principalement une terre militaire. Terre de patrouille, des sous-marins lanceurs d'engins des deux côtés, gardés par des soldats dans tous les coins. Sévèrement, la défense, l'espionnage. Gorbatchev, en 1987 à Mourmansk, dit « Il faudrait que l'aventure arctique soit ouverte et qu'on fasse de l'Arctique un continent de coopération internationale. » À peu près ça. C'est un des très rares cas où son successeur et démolisseur Eltsine a quand même suivi ses orientations. C'est le suivi de ces orientations qui a produit une déclaration d'Ottawa en 1996 créant le Conseil arctique, seul organe public de la région. Ce Conseil arctique comporte 8 États membres, les 5 riverains, plus les 3 États dont le territoire est en Arctique sans être riverain de l'océan. La Suède, c'est la Norvège qui est la frontière, la Suède s'arrête avant, Finlande pareil, et l'Islande, qui est juste un peu en dessous de la délimitation arbitraire qu'on a décidé d'appeler océan Arctique au lieu d'océan Atlantique. À quoi d'ailleurs l'Islande proteste en disant pourquoi vous avez mis cette définition-là, c'est complètement idiot, nous sommes arctiques, nous sommes dedans, nous sommes voisins, les autres ne veulent pas en entendre parler. Bref, 8 États, plus 6 représentations institutionnelles des peuples premiers, des peuples autochtones dont je parlais, qui viennent, prennent la parole pour avis, remercient qu'on les ait invités, font quelques demandes prudentes et sages. Ça me donne un parfum d'Algérie d'avant 1962 que je n'ai pas beaucoup aimé quand j'ai vu ça. Je vous l'aurais dit quand même. Mais je peux le dire comme ça parce qu'il y a des journalistes, des diplomates dans cette scène. Sinon, la phrase que je viens de dire est dangereuse. Et puis, il y a des États observateurs. Il y en avait 6, choisis par les États membres pleins. Et ces 6 sont tous européens, et c'était la Grande-Bretagne, l'Espagne, l'Allemagne, les Pays-Bas, la France et la Pologne. Pourquoi ? À cause de l'importance du travail de recherche scientifique qu'ils avaient tous fait sur l'Arctique depuis toujours. C'est-à-dire que le monde extérieur à l'Arctique était pratiquement pas représenté. En plus, je vous ai dit au passage que pour l'Antarctique, le traité de surveillance de l'Antarctique fait 1 semaine de travail par an pour les signataires du traité, avec 30 ou 40 résolutions qu'on signe et qu'on négocie, et 2 des 3 protocoles ont aussi 1 semaine de travail de vérification d'application. Le Conseil arctique se réunit 2 heures par an. Le temps d'écouter solennellement 8 discours de ministres représentant chacun son gouvernement sur ce qu'on va faire, et puis d'aller casser la croûte. Plus quelques discours de bienvenue et d'hommage des peuples premiers. C'est le seul endroit du monde où des membres observateurs d'un organisme n'aient pas la parole.
l'Arctique est géré par le Conseil arctique comme un syndicat de propriété qui veut empêcher tout nouvel arrivant. Et nous allons tout droit à une situation dans laquelle les usagers de l'Arctique potentiels, notamment les plus gros, la Chine, le Japon, les grands commerçants, le Brésil, ils ont des navires à faire passer, ils voudraient être associés au travail législatif de préparation de tout ça, et là, il n'y a rien. Et puis, pétrole partout. Il y a encore quelques délimitations pétrolières non réglées, il y a des revendications territoriales en mer. Je n'ai plus le temps, c'est trop tard, de vous expliquer ce détail. Mais nous allons vers une situation où dans 10 ans, 90% du sol sous-marin de l'Arctique sera approprié nationalement. Il n'y aura plus d'eau libre. Assez étonnant. Tout ça dans une compétition où les envies pétrolières de chacun, voilà, les deux petits trucs blancs, c'est ce qui restera d'eau libre, une fois réglé le problème des revendications territoriales marines pour l'extension des zones économiques exclusives. Ça, c'est le côté russe. Voilà la terre russe. Voilà leur zone économique exclusive à 200 000 marins reconnus actuellement. Et voilà leur demande d'élargissement est en vert un peu moins foncé. Puis ça, c'est la demande. Vous avez vu d'ailleurs dans les journaux qu'il y a 2 ans, pour officialiser, ils ont deux demandes, les Russes, dont la plus grande inclut le pôle Nord. Rien que ça, s'il vous plaît. Et pour le rendre bien visible, il y a 2 ans et demi ou 3, vous l'avez sûrement lu, vous devez vous souvenir, ils sont allés avec un petit bathyscaphe, un sous-marin sous-trafic capable de descendre très bas, à 3300 mètres sous les eaux, déposer une maquette en titane du drapeau russe. Pour dire c'est à nous. Ça n'a pas une grande valeur juridique, mais c'est une indication d'ambiance pour comprendre ce qui se passe. Voilà. Je crois, il y aurait encore beaucoup à dire, je n'ai pas tout dit de loin. Je voulais simplement vous rendre sensible au fait que la coopération internationale, c'est pas commode, et que le XXIe siècle, où tout a raté, au XXIe siècle, toutes les négociations internationales et entreprises ont échoué. Qu'elles concernent l'armement nucléaire, vous vous rappelez d'une promesse Obama-Medvedev, vous l'avez sûrement vu, d'un monde débarrassé de l'arme nucléaire. Leurs administrations respectives ont réussi à les faire taire, les deux présidents. Le climat, même chose. La réglementation financière et bancaire mondiale pour notre protection, même chose, aucun résultat. Tout a échoué. Les aires marines protégées, je vous le racontais tout à l'heure à propos de notre Arctique, et sur l'Arctique, rien n'est commencé même. Voilà, mes amis, la gouvernance mondiale a de quoi nous donner du souci. Mais je vous en ai fait assez pour ce soir, et je pense qu'il est temps que vous y alliez somnoler un peu. Merci d'une telle attention. Bon, comment ? C'est vous qui décidez. Non, c'est bon. Bon, je pense qu'on a... D'accord. Bon, au départ, on avait prévu de prendre quelques questions, mais Jean Rocard a été passionné par son sujet, nous a fait partager un petit peu toutes les... Ce qui est intéressant, ce qui est passionnant même, c'est de voir que derrière les aspects scientifiques, il y a toute cette espèce de négociation qui se passe, et pour nous, c'est vraiment une découverte, et merci de l'avoir fait partager ces moments très très précieux. Et on se rend un peu mieux compte ensuite de la limite de nos travaux. Bon, mais les deux se nourrissent, les scientifiques essayent de faire valoir leur point de vue, et puis les hommes politiques ont du pain sur la planche ensuite pour pouvoir appliquer tout ça. Bon, je pense qu'on va s'arrêter là alors. Merci beaucoup. Merci beaucoup.